Cette affaire est officiellement close. Un coupable, des aveux, une condamnation. Et pourtant, en creusant le dossier, rien ne colle vraiment. Commençons par ce qu'on trouve directement sur le corps d'Ethan Chapin. Une mèche de cheveux, retrouvée serrée dans sa main. Testée, analysée, elle ne correspond pas à Kohberger. Alors à qui appartient-elle? À ce jour, personne ne le sait. Et 2 ans plus tard, d'autres cheveux sont retrouvés sur le cadre du lit. Ceux-là n'ont même jamais été envoyés au laboratoire. Un ancien agent du FBI pointe une autre anomalie. Le sang retrouvé dans le couloir apparaît dilué. Celui des chambres, non. Pour lui, ça soulève une question qu'aucun tribunal n'a jamais eu à trancher. La scène de crime a-t-elle été modifiée par quelqu'un après les faits? Parce que oui, il n'y a jamais eu de procès. Kohberger a plaidé coupable. Toutes ces zones d'ombre sont donc restées, à ce jour, sans réponse publique. Et il y a une décision, prise bien avant tout ça, qui rend ces zones d'ombre encore plus difficiles à éclaircir un jour. Le 28 décembre 2023, à peine un an après les meurtres, et sans même une date de procès fixée, la maison est entièrement démolie, en 2 heures. Les familles de 2 des victimes s'y opposent avec force. Le père de Xana Kernodle le dira sans détour. Toute cette maison, c'était une preuve. Une ancienne agente du FBI va plus loin. Selon elle, cette démolition empêche à jamais quiconque de comprendre la disposition réelle des lieux, les distances entre les pièces, la vraie chronologie de cette nuit-là. Une scène de crime, rasée, avant même qu'un procès n'ait pu s'y intéresser. Mais l'incohérence la plus troublante de ce dossier ne vient pas des preuves matérielles. Elle vient d'un témoin bien vivant. Dylan Mortensen, l'une des 2 colocataires survivantes, se réveille vers 4 heures du matin. Elle entend quelqu'un crier, dévaler les escaliers. Elle appelle un nom, encore et encore. Personne ne répond. Elle entend des pleurs. Puis une voix d'homme, inconnue, qui dit « Tu vas bien aller, je vais t'aider ». Elle ouvre sa porte. Et à cet instant précis, elle voit 2 choses en même temps. Un homme, environ 1,80 m, cagoule noire, qui passe devant elle et se dirige vers la sortie. Et au bout du couloir, Xana, allongée sur le sol, en sous-vêtements. Elle referme la porte. Elle n'appelle pas la police. Et il y a une phrase, dans cette même déposition, qui dépasse tout le reste. Face aux enquêteurs, elle décrit son propre état, cette nuit-là, avec ces mots. « Je ne sais pas si c'est réel. Je ne sais pas si mon esprit me joue des tours. Je ne sais pas si c'est une sorte de rêve. » Une partie d'elle, en plein cœur de l'horreur, ne croyait tout simplement pas à ce qu'elle voyait. Ce n'est ni de la lâcheté, ni de l'indifférence. C'est un cerveau humain, en état de sidération complète, incapable d'assembler les pièces d'une réalité trop monstrueuse pour être acceptée sur le moment. Elle ouvre sa porte 4 fois cette nuit-là, selon ses propres mots, avant de finalement sprinter vers la chambre de sa colocataire, Bethany, et de s'y enfermer. Elles y resteront près de 8 heures. L'appel au 911 n'arrive qu'à 12:02. Et un détail, presque insupportable, vient s'ajouter à tout ça. Dans le documentaire consacré à cette affaire, un enquêteur demande directement au médecin légiste si un appel plus rapide aurait pu sauver quelqu'un. La réponse est non. Au moment même où Dylan aperçoit l'homme masqué, tout était déjà terminé. Ça n'excuse rien, mais ça déplace la vraie question. Ce n'est pas « aurait-elle pu sauver quelqu'un ?» C'est « comment un esprit humain peut-il, face à l'horreur la plus totale, choisir de croire à l'explication la plus rassurante, plutôt qu'à celle qui saute aux yeux ?» Et il y a un dernier rebondissement, tout récent, qui remet une bonne partie de ce dossier sur la table. Kohberger, depuis sa cellule, tente aujourd'hui d'annuler son propre plaidoyer de culpabilité. Il affirme, dans sa requête, que les zones d'ombre du dossier se sont multipliées à chaque nouvelle pièce dévoilée. Un livre entier existe déjà sur le sujet, Broken Plea,
Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce qu'un dossier peut vraiment être considéré comme résolu quand une mèche de cheveux reste sans nom, quand du sang reste inexpliqué et quand le seul témoin oculaire doute lui-même sur procès-verbal de sa propre réalité? Si cette affaire vous marque, likez la vidéo et abonnez-vous.